On a donc intitulé, le squelette de cette journée, c'est pérenniser, partager, transmettre. On va tourner autour de ces notions dans la journée. Parfois, on s'en éloignera peut-être, mais d'où ça nous est venu. Il y a Sandrine Rousseau là, qui se présentait à la primaire écologiste, qui d'ailleurs devait être là aujourd'hui. Elle a eu une formule pendant sa campagne pour parler du capitalisme et du rapport que le capitalisme induit sur les choses et aussi sur les corps. Elle a utilisé la formule prendre, user, jeter. Et ça nous a un peu interpellés parce qu'on s'est dit c'est fou, avec Antidote, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on pérenniser, c'est-à-dire on a l'objectif de pérenniser des lieux, c'est-à-dire de les sortir du marché, donc d'empêcher qu'ils soient pris, saisis par le marché et par le capital. User, le user, il y a la notion d'usage dans un intérêt individuel et aussi de détérioration quand on use. Nous, on insiste sur le partage. Le partage, ça va aussi avec la notion de soin, de prendre soin, d'entretenir les lieux, de les transmettre. Alors, j'arrive sur le transmettre, justement. C'est donc l'inverse du jeter. Nous, l'idée, c'est d'avoir des lieux qui soient durablement sortis du marché et dont la vocation initiale perdure au-delà, j'ai envie de dire, au-delà des vies individuelles des gens qui vont les animer. C'est-à-dire que les lieux sont pour nous presque plus importants que les gens qui les animent, puisque ces gens passent. Ça arrive toujours dans les projets collectifs, les gens viennent, les gens vont, et souvent ça met en danger les lieux d'ailleurs, et on a l'impression qu'on a trouvé une solution pour contrer un peu ça. Donc voilà, on l'a dit, l'objectif d'Antidote, c'est d'acquérir des lieux pour des collectifs et de régler la question de la propriété pour ces collectifs. Cette question de la propriété des lieux, elle vient pas de nulle part. On voit bien aujourd'hui que dans le contexte des luttes locales, des luttes écologistes, la question de la propriété des lieux dans la lutte devient cruciale. Il y a plein de gens qui se la posent. Je ne vous fais pas un dessin, hein. Vous voyez où est Notre-Dame-des-Landes en France. Et au-delà de ça, on est aussi dans un contexte politique où des groupes, des militants ne sont pas dans la posture d'attendre un changement global de système, le grand soir, mais ont envie de construire ici maintenant des alternatives, des façons de vivre autrement, des façons de fonctionner qui sont autres aussi. Et ça suppose, quand on veut s'inscrire dans la durée, quand on veut construire quelque chose durablement, de se cogner la question de la propriété de ces lieux, si on veut installer quelque chose de durable. On a choisi de ne pas faire d'ingérence dans la manière dont chaque lieu, donc chaque assemblée des lieux va venir répartir ses usages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a donné notre confiance à un lieu qui a été sorti du marché, on donne notre confiance à un premier collectif d'usagers qui en fait va en répartir les usages, décider de ce qui va se passer sur ce lieu comme il l'entend, et ensuite transmettre au suivant, sans qu'il n'y ait de revente. Simplement en changeant les personnes qui sont à l'intérieur de cette association gardienne du lieu. Très concrètement, la manière dont on a traduit ça, juridiquement avec le droit français actuel, ça a été en utilisant donc ce qui se trouvait être le plus logique dans nos intentions, parce qu'il n'y a pas de droit positif des communs en France aujourd'hui, ou plutôt il n'y en a plus. Il y a eu une éradication ces derniers siècles de tout ce qui pouvait servir à donner corps à ce type d'intention politique qu'on a. Donc on a utilisé des structures qui répondent aux critères qui, permettent d'éviter les expériences malheureuses qu'on a pu observer. Donc là, par exemple, on a observé que les parts sociales, les structures capitalistiques venaient souvent créer et envenimer des conflits, puisque les gens voulaient récupérer leur part, ou même s'ils ne voulaient pas, ils devaient pouvoir le faire, ou leurs enfants, et qu'il fallait réévaluer leurs valeurs. Donc on avait comme premier critère de choisir des structures acapitalistiques, des structures où il n'y a pas de capital social. Le deuxième critère, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait possibilité, même de manière détournée, de partager des bénéfices.
Et en fait, dans le paysage juridique français, ça limite très rapidement le choix. Il nous reste les fonds de dotation et les associations. Et je ne parle pas des fondations reconnues d'utilité publique qui sont quelque chose de beaucoup plus complexe à monter et qui fonctionnent avec le Conseil d'État. Donc on est tombé sur ces deux structures-là aussi parce qu'on avait observé chez des amis la mise en pratique de montage qui utilisait ces structures et que ça nous paraissait satisfaisant. Et le choix qu'on a fait, c'est de confier la propriété au fonds de dotation, parce que comme son nom l'indique, c'est un fonds, donc c'est quelque chose qui est fait pour accueillir des choses, donc en l'occurrence du patrimoine immobilier par exemple, et de confier le pouvoir politique de gérer tout ça à une association, puisqu'une association, c'est des personnes qui s'associent et qui décident ensemble dans un but autre que de partager des bénéfices. C'est l'article 1er de la loi de 1901 qui pose ça. Donc on avait ce duo-là en tête. Et la manière dont on les a agencés, c'est que l'une a créé l'autre. L'association, les passagères de l'usage, qu'on verra plus en détail tout à l'heure, a créé le fonds de dotation La Foncière Antidote. Donc le nom que vous entendez, vous, c'est La Foncière Antidote, mais derrière, il y a une autre réalité. Et ce montage-là, il a aussi un autre avantage, mais c'est pas pour ça qu'on l'a fait. C'est qu'en fait, il s'inscrit dans ce qu'on appelle l'intérêt général. Intérêt général qui, quand on respecte certaines autres conditions, ouvre droit à ce qu'on appelle le régime fiscal du mécénat, auquel s'ajoute le fait que les fonds de dotation sont une sorte de superstructure d'intérêt général qui ont aussi le droit de recevoir des donations, donc des donations d'immeubles, ce qui est très pratique pour nous. Ça nous permet d'accueillir des lieux sans passer par des transactions financières. Le fait de prendre des décisions au sein de nos structures n'a rien à voir avec le fait d'avoir donné de l'argent pour financer un de nos lieux. Alors moi, personnellement, si je me reporte à l'histoire du droit, eh bien, cette idée de lieu qui n'habite à personne en particulier, en tout cas à aucune personne humaine, à aucun être humain, ça peut paraître complètement, on va dire, hétérodoxe, original, mais il se trouve que eh bien, dans l'histoire du droit, effectivement, c'est quelque chose qu'on connaît. Alors déjà, on connaît l'idée d'accorder davantage de poids justement à l'usage qu'à l'abus ou au droit de disposer, comme il a été dit tout à l'heure, à travers par exemple le mécanisme de la saisine, qui était une forme de propriété que l'on pouvait acquérir justement par l'usage, par l'écoulement long du temps, par l'usage qui perdure justement dans le temps, et un usage qui devait être paisible, public, continu, et qui permettait d'acquérir la propriété. Donc ça renvoie finalement à ce mécanisme dit de la saisine qui existait durant l'Ancien Régime. Et ma foi, au regard pour un historien du droit, c'est tout à fait cohérent de parler de propriété en mettant en avant l'usage, bien plutôt que le pouvoir de disposer juridiquement des choses, ou alors même d'en disposer matériellement en les supprimant radicalement. Cette idée de lieux qui seraient comme propriétaires d'eux-mêmes ou qui seraient autonomes, dont les humains ne seraient pas propriétaires, elle aussi, en définitive, elle est assez classique. Et il s'agit là d'une théorie qui a été verbalisée en 1140 à peu près, aux environs du début du XIIe siècle, par l'archevêque de Moïse de Ravenne. Et donc la théorie, elle est connue comme étant la théorie de Moïse de Ravenne, où celui-ci tente justement de penser la communauté des biens qui appartiennent à un monastère, et se pose la question de savoir ce que le monastère devient si tous les moines viennent à disparaître, si la collectivité, la généralité des êtres humains, des hommes, ici en particulier, viennent à disparaître. Et Moïse de Ravenne fait cette hypothèse que le monastère pourrait tout à fait, enfin les biens du monastère, appartiennent peut-être au monastère lui-même, au lieu lui-même, à la bâtisse en elle-même, et non pas aux êtres humains qui justement, eux, simplement passent. Et cette théorie de Moïse de Ravenne, il faut savoir que, en fait, elle a perduré même après le XVIIe siècle, même après la Révolution française, en certains lieux, et on peut la faire remonter jusqu'au droit le plus ancien, jusqu'au droit romain lui-même, et même encore jusqu'au droit mésopotamien. Donc en fait, ça paraît original aujourd'hui pour un juriste français, mais c'est une solution qui est en réalité très classique à travers le temps long de l'histoire du droit. C'est quelque chose encore qui nous parle aujourd'hui
sur le haut plateau ardéchois, encore, les gens parlent de leurs communaux, de pâturage, des forêts, comme de biens qui appartiennent au corps de ferme du village, aux bâtisses du village. Parce que justement, pour eux, c'est plus cohérent, déjà, du fait que, comme vous le dites, les gens ne sont que passagers sur les lieux, parce qu'ils naissent et parce qu'ils meurent, et aussi parce qu'ils peuvent faire le choix de déménager, tout simplement. Donc il est plus pertinent pour eux d'accorder les droits sur les communaux, des forêts, etc., aux bâtisses en elles-mêmes, aux fermes en elles-mêmes, plutôt qu'aux personnes humaines qui, elles, justement, ne sont que des passagères et que des usagères. Votre idée, elle fait encore référence sur, ça a été mentionné tout à l'heure, elle fait encore référence sur un plan tout à fait contemporain au grand mouvement planétaire aujourd'hui de reconnaissance de droits à la nature ou à ses éléments, par exemple au fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande, à la rivière Magpie au Canada, au fleuve Tavignanu en Corse. Alors là, c'est juste une revendication citoyenne, hein, je ne vous dis pas que les juges la reconnaîtront, ou bien encore tout le mouvement aujourd'hui autour de la reconnaissance de la personnalité juridique de la Loire. À chaque fois, les gens, les citoyens se présentent comme appartenant au lieu, plutôt que comme des entités qui auraient la propriété des lieux eux-mêmes. Donc il y a évidemment ici un écho important avec ce grand mouvement planétaire dit de personnification de la nature et de ses éléments, mais qui est d'abord un mouvement de reconnaissance des droits au lieu, au milieu naturel. Dans son ouvrage sur la gouvernance des biens communs, qui est paru en 1990, en tout cas pour la traduction française, Elinor Ostrom vient lister 7 à 8 grands principes qu'il convient, ou 7 à 8 grandes conditions qu'il convient de remplir pour avoir plus de chances de perdurer, de durer sur le temps. Elle observe que les communs qui durent, eh bien, ce sont des communs qui remplissent un certain nombre de conditions. Et il semblerait que chacune de ces conditions, eh bien, finalement, vous les remplissiez. Donc là, on a effectivement, via les fonds de dotation, sans doute, le moyen d'immobiliser en fait, économiquement des biens, et donc de faire front, de faire face, de proposer véritablement une autre voie, une autre manière de penser que celle de la circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux, qui est encore aujourd'hui le socle de l'économie marchande et du marché commun de l'Union européenne. Donc on a la possibilité ici de faire échapper des masses de biens au commerce juridique français, ce pourquoi ça peut véritablement apparaître comme une solution extrêmement intéressante que ce fonds de dotation. Donc ça signifie en effet que le fonds de dotation, quoique propriétaire de chacun des lieux, finalement rend en quelque sorte les pouvoirs dévolus aux propriétaires à chacun des lieux en leur concédant des baux amphithéotiques. Et là, on retrouve d'une certaine manière finalement la propriété pensée à la manière de l'Ancien Régime, le système dit des propriétés simultanées, puisque au lieu d'avoir toutes les utilités d'une chose entre les mains d'un seul et même propriétaire, on a une dispersion des utilités des choses appropriées par le fonds de dotation entre les mains de plusieurs lieux. Et donc, ici, on retrouve cette ancienne définition des propriétés simultanées, où pour une seule et même chose, on pouvait avoir en effet un ensemble finalement de propriétaires. Et donc, on rejoint effectivement cette définition de la propriété, qui est une propriété vraiment plein sol, et non pas hors sol, qui est directement liée aux usages que l'on peut faire des lieux. Donc, on retrouve véritablement cette définition de propriété de l'usage, dans laquelle la propriété n'est jamais que la propriété d'un droit d'usage. Donc de ce point de vue, je crois que l'on atteint effectivement l'objectif qui était le vôtre. Donc on va vous refaire un petit peu, pour avoir en tête les noms, les structures, leur but. Donc là, on part du fonds de dotation propriétaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la foncière antidote, c'est son nom. Donc c'est structure libérale, mais acapitalistique, donc sans part, sans actionnariat, ça on l'a aussi dit, adaptée à la gestion du foncier et qui peut recevoir des donations d'immeubles. C'est une structure d'intérêt général qui peut faire appel au mécénat. Antidote ne fonctionne qu'avec des dons, à la fois
pour financer les collectes qui permettent d'acheter les lieux, mais à la fois pour financer son propre fonctionnement. La fondation est donc pilotée par son association fondatrice qui s'appelle les Passagères de l'Usage. Et actuellement, elle est constituée des fondateurs et fondatrices, de membres soutiens et des associations des lieux, chacune représentée par 2 délégués. Donc ça, c'est déjà le cas, c'est déjà comme ça que ça fonctionne. Les 3 lieux qui vont parler tout à l'heure, ils envoient 2 délégués à chacun de nos conseils communaux, le nom qu'on a donné à notre grande assemblée décisionnaire. On dit ensuite les délégués, ils seront à terme seuls décisionnaires, c'est-à-dire qu'on a vraiment voulu une structure qui soit autogestionnaire au sens fort du terme, c'est-à-dire que le devenir des membres fondateurs, fondatrices comme nous, qui ne sommes pas dans des lieux, il est provisoire. Notre présence, elle sera à définir. Peut-être qu'on fera un collège d'amis ou quelque chose comme ça, qu'on restera quelque part dans l'organigramme de la structure. Mais l'idée, à terme, c'est vraiment que les seuls décisionnaires, ce soient les délégués des lieux. Donc, ensuite, on a voulu répondre à cette question qu'on nous pose tout le temps. Si un collectif périclite, s'il y a des conflits, s'il y a des départs, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que vous commencez à le comprendre parce que ça a été mentionné pas mal de fois aujourd'hui qu'on met les lieux avant les êtres humains, si on peut dire ça rapidement. Et donc, qu'est-ce qui se passe si y a un collectif périclite ? L'association des lieux existe toujours, elle reste toujours membre des Passagères de l'Usage, charge aux autres membres de la structure, charge à l'ensemble de la fédération de se pencher sur le cas concret de ce lieu qui a été déserté, par exemple, et d'essayer de trouver des gens pour réinvestir l'association, pour faire revivre ce lieu. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que la charge de trouver ce nouveau collectif ou de remettre dans la vie dans un lieu n'incombe pas à ceux qui sont en train de se disputer. Ça marche pas. On l'a vécu. C'est beaucoup trop de responsabilité de demander à ceux qui s'entendent plus parfois de penser des successions paisibles et intelligentes. Qu'on s'est quand même donné la possibilité de revendre un lieu, on fait tout faire pour l'éviter. Mais dans une situation comme celle-là, où par exemple au bout de quelques années, on n'arrive toujours pas à trouver, en fait c'était peut-être pas une bonne idée d'acheter là, parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas voilà, ça correspond pas à des usages qu'on avait imaginés, on se laisse la possibilité de se dire bon bah en fait c'est dommage, mais il y a un autre collectif qui a un super projet à côté, ils n'ont pas les sous, il suffirait de vendre ce lieu-là pour acheter l'autre. Voilà. Alors les commissions c'est vraiment les chevilles ouvrières de l'organisation. Elles ont un mandat qui est déterminé par le conseil communal et elles sont composées de membres des associations des lieux, de fondateurs, fondatrices et de soutiens. C'est vraiment un endroit pour nous où il y a beaucoup de porosité parce qu'il peut y avoir dans les commissions des gens qui sont par ailleurs décisionnaires parce qu'ils sont délégués de leur lieu et d'autres qui ne le sont pas. Des gens qui viennent souvent en réunion, des gens qui ont une compétence très spécifique sur la communication et qui viendraient de temps en temps à amener leurs compétences. Voilà, on s'est vraiment dit que c'est un point d'entrée des commissions sur lesquelles on va avoir besoin de toutes les bonnes volontés, de gens qui veulent nous aider. Il y a peut-être 2 commissions sur lesquelles on peut s'attarder 1 minute qui sont peut-être un peu moins évidentes, c'est accueil et veille. L'accueil par exemple, c'est l'accueil des nouveaux lieux qui nous contactent. Donc ça consiste à répondre à toutes les sollicitations qui sont de l'ordre de plusieurs par semaine des fois, de lieux ou de projets d'achat de lieux, et d'aller trouver parmi les membres des passagères des personnes qu'on va appeler les référents et les référentes qui vont aller à la rencontre de ces lieux et éventuellement faire des visites de candidature et de cooptation si besoin. Et la veille, très important, si je me souviens bien, on était presque sur le point de créer la foncière Antidote. On a ouvert des discussions de fond sur les rapports de domination systémique dans notre groupe, sur la question de l'échelle à laquelle on voulait, l'échelle et le rythme auquel on voulait grandir. Et ces deux questions-là, la question de l'échelle et la question des rapports de pouvoir, des dynamiques de groupe, les questions de micropolitique, plutôt que de les résoudre par des grands principes et par des règles rigides, on a choisi de créer une commission qui serait dédiée à mettre en lumière, là, avec cette petite lampe torche, là, ce qui va pas, et à questionner régulièrement notre organisation. Donc c'est un mélange de questionnaires un peu annuels pour autodiagnostiquer comment ça va, le fonctionnement interne, etc., au sein des passagères.
c'est aussi un outil pour résoudre des conflits à l'intérieur de notre organisation. Et c'est peut-être une boîte à outils pour aussi aller dans les lieux, venir participer à résoudre des conflits ou dépasser des problèmes. Je crois que vraiment la fondation, la foncière Antidote est bien nommée. Antidote, c'est aussi une perspective de guérir, de reclaim, et pas seulement comment dirais-je, de créer une possibilité d'intervention sur un point, c'est-à-dire la propriété. Que ce soit des paysans, des chercheurs ou tout un chacun, nous sommes tous des individus étranglés par des chaînes de dépendance anonymes. Au lieu de l'interdépendance à cultiver, fragile, il y a qui s'accompagne de savoir à transmettre, il y a des chaînes de dépendance qui sont évidemment moins horribles que les chaînes des esclaves, mais néanmoins qui nous étranglent. Reclaim, guérir, c'est pas quelque chose que devaient faire les anciens commoners. Ils vivaient dans un monde de tradition qui n'était pas statique, mais qui se réinventait au fur et à mesure, sans, comment dirais-je, avec des gens qui étaient outillés qui avaient l'art de l'attention et de la gouvernance pour justement faire évoluer ces traditions sans drame, et dans un environnement, dans un milieu social qui les considérait comme légitimes. Or, pour devenir capable d'exister dans ce milieu hostile, les communalistes d'aujourd'hui, ou les commoners, comme disent les Anglais d'aujourd'hui, doivent devenir commoners. Je dirais que, justement, la résurgence des communaux, disons, commons en ce sens, est une entreprise expérimentale. Et quand j'ai lu l'histoire de la foncière Antidote et la manière dont elle a articulé, je vais un peu dire la même chose que Sarah, qui a lu ces statuts et qui en a vu l'intelligence. Je dirais que c'est l'œuvre d'un nouveau type de chercheur. Eh bien, je dirais que les membres de l'association qui s'appelle aujourd'hui Foncière Antidote et qui ont conçu ce montage juridico-administratif, etc., sont des chercheurs d'aujourd'hui. Et leur recherche est vraiment liée, me semble-t-il, à ce nom qu'ils ont trouvé, résister à tous les poisons de ce milieu, à ces poisons qui viennent à la fois de l'extérieur, comme faire la question des droits de propriété, mais aussi aux poisons qui sont les nôtres. Reclaim, c'est guérir, c'est-à-dire nous avons été abîmés. La planète est abîmée, mais les humains qui l'habitent ont été abîmés quand ils ont été individualisés. Donc il s'agit de guérir, de créer des contrepoisons à ce qui nous a empoisonnés. Et je pense que ce sont des chercheurs pour qui, et c'est très important parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de moralisation. Ne soyez pas de bons commoners. Vous êtes des méchants, vous êtes très égoïstes, ça va pas du tout. Non. C'est une question technique, guérir. C'est une question technique, trouver ce qui va faire antidote. Ce qui va, du point de vue du milieu extérieur, ce qui va donner du temps, parce qu'il faut du temps pour apprendre et guérir. Mais, je dirais, et c'est une des choses que l'association s'est donnée, résister à l'entre-soi. Eh bien, c'est pas en faisant de la moralisation, mais vous devez vous ouvrir. Non, c'est un dispositif. Et je voudrais montrer que ce dispositif poursuit ce à quoi j'ai moi-même associé les dispositifs génératifs, c'est-à-dire quelque chose qui doit rendre capable de durer, mais de durer sur un mode qui transforme ceux qui y participent. Donc, pas de définition
unique des communs parce que les communs, étant génératifs, ne cessent de transformer ceux qui sont les commoners, de les rendre sensibles à de nouvelles questions, de nouveaux problèmes. Au départ, ça peut être des ressources, mais c'est une question de création de sensibilité à des interdépendances qui ne nous étaient pas sensibles parce que nous avons perdu ce sens des interdépendances. C'est donc une manière de fabriquer des interdépendances plus denses, tant avec ceux qui habitent le lieu qu'avec le lieu même et avec d'autres habitants de ce lieu, surtout en milieu rural. Donc, il n'y a pas de définition unique parce que les commons en résurgence sont des trajets où il s'agit chaque fois, me semble-t-il, de revivifier un sens de l'interdépendance et une capacité de faire sens en commun. Quand j'ai lu notre rapport à la tonne, c'est ça, hein, nous à la tonne, la thune, oui, pardon, qui traite de la levée de fonds et du rapport à l'argent, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, un super texte créé par des chercheurs de l'antidote. Il s'attaque à un poison, notre pudeur par rapport à l'argent, c'est-à-dire notre évitement des inégalités sociales. Et il ne moralise pas en disant attention, hein, il faut être égaux, etc. Non, parlez-en. Et il leur montre pourquoi il faut en parler, c'est-à-dire à quel point les crises viendront de là quand elles viendront, quand l'enthousiasme initial sera passé. Donc, elles partagent un dispositif génératif, on s'y engage en sachant qu'on y va pour être transformé, pour participer à une transformation collective. Je crois que l'efficace de la foncière antidote, c'est de faire que quelque part, en apprenant l'interdépendance, en apprenant à être autonome mais non autosuffisant, il y a aussi une fabrique de chercheurs, et ça c'est politique. Il y a aussi une pratique de gens qui savent prendre en main un problème et être forcés à penser par un problème, ce qui est un des sens du mot chercheur. Anaïs, je suis donc membre des Passagères de l'Usage en tant que déléguée du lieu des communs de la Marigny. Donc je vais vous présenter ce projet. Donc c'est un projet naissant en 2015. Donc on était quelques personnes venant de l'éducation spécialisée, EducPop et du milieu rural qui avons eu envie de réfléchir à créer un lieu à l'image de nos valeurs et de pouvoir sortir de l'institutionnalisation et de créer un projet intersectoriel qui va mêler le travail social, l'agriculture paysanne, l'EducPop et les activités socio-culturelles. Où et puis là on s'est aperçu, on est en milieu rural, on cherche à reprendre une ferme, des terres agricoles, et ce qu'on appelle dans le monde agricole, on est des hors cadres familiaux. Donc là on s'aperçoit que ça va être compliqué de trouver un lieu. Et en 2017, un paysan que l'on connaissait par ailleurs a été sensible à notre projet et s'est dit intéressé. En 2017, il nous ouvre sa ferme et nous permet de concrétiser le projet. Pourquoi la cooptation avec Antidote puisqu'on est là pour ça. Donc depuis 2015, bien sûr, au-delà du projet, de la structure juridique, de ce qu'on veut monter, c'est très bien, on va acheter un lieu. Mais comment on le fait et pourquoi ? Donc on a eu de nombreuses réflexions autour de la notion de propriété, de ce qu'elle implique sur un plan juridique, sur un plan éthique. Et une volonté de changer de paradigme s'est vraiment imposée à nous. On a vraiment démêlé tous les sujets en disant mais en fait on n'a pas envie d'être propriétaire en nom propre, on n'a pas envie d'avoir des parts dans une SCI. Qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? En tant qu'être humain, on est vraiment de passage sur cette terre. Et on pensait déjà à la question de la transmission des lieux. La Talvert, c'est sur un petit lieu-dit, une petite route typique du Lot avec des murets de pierre, là c'est très joli. Et puis quand vous arrivez au lieu-dit Clérac, il y a d'un côté de la route la Talvert et de l'autre côté de la route la ferme des graines de Clérac.
Et la Talver, les lieux, c'était autrefois une habitation dans laquelle habitaient les paysans qui travaillaient sur la ferme d'en face. Et en 2018, il y a eu une transmission de la ferme qui a été rachetée donc par Terre de Liens, que je n'ai pas besoin d'introduire, je crois. Et donc les paysans qui se sont installés sur la ferme ont voulu garder la maison. Terre de Liens n'a pas voulu racheter la maison. Et les personnes initiatrices du projet de la Talver, en fait, ont voulu conserver cette maison, mais ne pas y habiter, ne pas en être propriétaire. Et elles ont cherché une façon d'acquérir le lieu sur un modèle avec un outil similaire à Terre de Liens. Je suis Sarah, je prends la parole pour Ancrage. Le lieu à proprement parler, pour vous raconter ce que c'est formellement, c'est un immeuble à Nancy. Donc nous, on est aujourd'hui 6 personnes. On s'est rencontrés à travers d'autres projets qui nous ont menés vers cette construction d'Ancrage, mais on vient d'une culture de création du livre, création d'images, aussi de déclinaison vers des ateliers pédagogiques. On a des engagements les unes et les autres dans des luttes sociales. Nous, on avait évidemment en perspective de, oui, avoir une première étape d'acquisition, mais surtout rendre durable, donc pérenniser un espace. Et c'est là qu'on se retrouvait fort avec les enjeux de la foncière. Donc pérenniser un espace qui soit un espace relais pour des luttes locales, par exemple. Dans l'Est, il y en a pas mal. Et qui puisse être en ville un espace ressource pour pouvoir en créer des actions solidaires, des actions associatives. Dans ce quartier-là, en particulier, pour nous, parce qu'on le connaît bien, parce qu'on le fréquente, parce qu'on y vit, mais aussi parce que c'est un quartier qui est en transformation, qui est un quartier périphérique du centre-ville de Nancy et qui est en phase de gentrification, comme beaucoup de quartiers des métropoles, quoi. On a eu d'abord la proposition de Pascal et Philippe, donc un couple d'amis qui vendaient leur maison sur ce quartier, qui nous ont dit, nous on vend notre maison, vous cherchez un espace pour pouvoir fédérer vos actions, vos activités, est-ce que ça vous intéresserait de regarder ce qu'on peut faire ensemble? Mais comment on achète? Et il y en a beaucoup, des modèles d'acquisition collective, beaucoup qu'on ne voulait pas utiliser. Et puis, au fur et à mesure de discussions croisées avec des personnes qui se sont posées les mêmes questions que nous, on s'est dit, en fait, il y a des modèles qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on a envie d'approcher, d'aborder. Donc on a invité des personnes, des passagères, à discuter un petit peu de qu'est-ce qu'était cet outil qui était en train d'être mis en place. Et on s'est retrouvés dans les valeurs qui nous ont été présentées, c'est-à-dire que ça a fait écho complètement à ce que nous on cherchait. Alors, moi je m'appelle Philippe. Avec ma compagne Pascal, nous sommes propriétaires d'une maison à Nancy, d'une grande maison qui a abrité les activités de ma femme et notre vie de famille. Les enfants sont partis, la maison est trop vaste, on a décidé de la vendre pour en acheter une plus petite pour vieillir. Et à l'initiative de Pascal, on a eu l'idée de proposer cette maison à des relations artistiques qu'elle avait sur Nancy et qui sont intéressés à la question et qui ont créé l'association Ancrage pour racheter cette maison. Alors moi, je suis venu aujourd'hui dans la perspective d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure image, d'entendre les échanges autour du fonctionnement des passagères de l'usage et d'Antidote. Et j'ai eu envie, effectivement, de partager l'idée que pour un propriétaire, favoriser le rachat par une association des lieux qui va utiliser la maison pour des usages d'intérêt généraux et sortir de la maison du marché immobilier comblait un manque qu'on ressentait en tant que propriétaire sans se le formuler comme ça. Alors moi je suis Vincent Jeannot, j'étais à la fondation de Terre de Liens et je suis là au titre de Terre de Liens. Je m'occupe particulièrement des alliances et des partenariats et du plaidoyer dans Terre de Liens au niveau national.
Dans ce cadre-là, moi j'ai voulu organiser, j'ai pas bien réussi sur la ZAD, une rencontre entre les structures de portage collectif. Donc de pouvoir associer la foncière Antidote à l'organisation d'un moment comme ça où on pourrait réunir la foncière basque, la SIC Passeurs de Terre, le fonds de dotation à la terre en commun, Forêt en vie, la LPO qui aussi acquiert des terres sur lesquelles il y a des paysans de nature qui s'installent. Puis c'est aussi pour nourrir ma réflexion, nourrir notre expérience et puis être bousculé un petit peu par rapport à ce que fait Terre de Liens et ce qu'est Terre de Liens, et notamment notre foncière, où il me semble qu'on manque d'imaginaire. On en a eu beaucoup il y a 15 ans quand on l'a créé, ou il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on manque d'imaginaire à la fois politiquement, stratégiquement, et on a besoin de la foncière Antidote, ou en tout cas de nouveaux mouvements, de mouvements comme cela. Je suis Geneviève Azam, donc économiste. J'ai été très très engagée dans l'association ATTAC. Je suis désormais adhérente et je participe au comité de rédaction d'une revue en ligne qui s'appelle Terrestre. Alors bien sûr, comme économiste, la question des communs, la question de la propriété est au cœur de mes réflexions, de tout ce que j'ai pu produire ou travailler avec des étudiants ou dans mes recherches. Ce n'est pas simplement pour un futur, pour les générations futures. Nous sommes actuellement dans un véritable basculement de société où nous sommes contraints, je dirais, de revenir sur ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'essentiel. Et justement, la question du foncier, la question de l'accès à la terre, la question de l'eau, des forêts, c'est-à-dire les communs, ce qui a été institué la plupart du temps comme commun, fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui des biens absolument essentiels, sans lesquels la vie est impensable. Non seulement la vie est impensable, mais la vie commune aussi est impensable. Nous partageons tous le sentiment d'un intérêt qui dépasse nos intérêts privés, bien entendu, auxquels nous devons répondre aujourd'hui face à ces basculements que nous sommes en train de vivre et aux menaces par rapport à j'ai du mal à dire bien, en tout cas ces sources essentielles qui sont les sources de vie et qui sont le fondement des communs.